Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par des spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en série où je reçois aujourd'hui José Provençal. Bonjour José. Bonjour. Alors José, donc vous êtes docteur en sciences politiques à Montréal, au Canada. Donc on entendra votre joli accent d'outre-Atlantique tout au long de cette intervention. D'ailleurs, vous êtes la première québécoise et canadienne à venir à notre micro et on en est ravis. On espère qu'il y en aura d'ailleurs beaucoup d'autres comme vous qui suivront. Donc José, vous êtes docteur en sciences politiques spécialisé dans tout ce qui est les études autour du climat, de l'environnement notamment. Hein. Vous avez travaillé sur les questions de politique environnementale, de développement durable, aussi sur les questions de changement climatique, d'énergie, de relations entre énergie et société et de suffisance énergétique, mais aussi de politique énergétique et de gouvernance de l'énergie. Et on a eu l'idée ensemble justement de parler de ce thème de l'énergie qu'on voit dans certaines séries, et dans une série en particulier, une série norvégienne qui est sortie maintenant il y a quelques années, série qui s'appelle Occupied. Alors José, est-ce que vous pourriez nous présenter le contexte et le cadre de cette série ? Oui, alors la série démarre dans un futur pas si lointain, nous disent-ils, en nous mettant en contexte. La Norvège a mis fin à l'exploitation de ses ressources pétrolières et gazières pour des questions environnementales. Les États-Unis sont autosuffisants en matière d'énergie. Il y a des guerres civiles au Moyen-Orient qui ont amené l'interruption de la production de pétrole et que l'Europe est au bord d'une crise énergétique. Donc ça, c'est vraiment le préambule de la série. Alors, la série en tant que telle ne va pas porter exclusivement sur la question de l'énergie. C'est vraiment la trame de fond de la série. C'est ce qui vient déclencher toutes les intrigues politiques, parce qu'on est vraiment dans un thriller politique. Alors que je lisais une entrevue de l'auteur, l'écrivain qui est derrière la création de l'écriture de la série, Joe Nesbo, j'espère que je le prononce comme il faut. Pour lui, la série s'appuie vraiment sur cette question d'occupation du territoire. Parce que face à la cessation de la production des énergies fossiles de la Norvège, l'Europe s'entend avec la Russie pour que la Russie occupe le territoire norvégien pour reprendre la production d'énergie et approvisionner l'Europe en gaz et en pétrole, mais en gaz essentiellement. Donc, on fait face à une occupation par la Russie du territoire norvégien. On parle dans la série, évidemment, là, d'une coopération que je mets entre guillemets, mais une coopération entre la Russie et la Norvège, et le gouvernement norvégien. Donc, bien que ce soit pas exactement un grand, comment je pourrais dire, un grand thriller géopolitique, parce que bon, tout n'est pas vraisemblable évidemment, mais l'auteur s'est appuyé sur des faits qui se sont vraiment avérés, donc l'occupation de la Norvège par le Troisième Reich au moment de la Deuxième Guerre mondiale, donc du 9 avril 1940 au 8 mai 1945. On sent dans le traitement visuel de la série ce lien qui est fait entre l'occupation pendant la Deuxième Guerre mondiale et l'occupation russe. Et on vient un peu, au fond, ce que l'auteur cherchait à démontrer, c'est cette tension entre collaborer et résister. Et dans la plupart chez la plupart des personnages,
on voit cette tension-là. Et l'auteur, dans l'entrevue que j'ai lue, disait justement que au sein même des familles, il y avait ces tensions entre collaborer et résister. Et c'est notamment ce qu'on voit là. Il y a une restauratrice qui va au fil de la série là, mais qui va se rapprocher des Russes. Qui au départ, son entreprise a du mal à fonctionner, puis finalement, c'est les Russes qui vont faire que son restaurant va continuer à fonctionner. Et du même coup, on a son mari qui, lui, un journaliste assez critique de la situation, donc auprès du gouvernement et auprès des Russes. Donc, on sent cette tension entre collaborer ou résister au sein même des familles que l'on voit au sein de la série. Donc, évidemment, cette série-là, elle n'a pas eu, lorsqu'elle est sortie, elle a fait quelques remous avec le Kremlin qui était plus ou moins heureux de la façon dont la Russie était dépeinte. Mais, et du même coup, ça a quand même aussi alimenté les préoccupations des pays nordiques là, concernant l'expansion russe dans la région. Mais comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas une étude nuancée de géopolitique, évidemment. Là, on cherche pas à être collé à 100% à la réalité, mais l'action au sein de la série est assez explosive, puis on accroche quand même assez rapidement. Moi, quand j'ai reçu cette série, moi, je l'ai vue à travers Netflix, là, ici au Québec. Et évidemment, j'ai pas la même perspective quand je reçois cette série-là que pourrait avoir peut-être évidemment un Norvégien, mais un Français ou un Allemand, parce que évidemment, nous, la guerre ici, on l'a connue par la bande, si vous voulez, mais le territoire en tant que tel est dans une certaine mesure vierge de guerre, en ce sens où on n'a pas eu de réelles confrontations armées en Amérique du Nord, du moins pour ce qui est du Canada. Donc, moi, quand je reçois cette série-là, au départ, je voyais pas cette tension entre la collaboration et la résistance. Moi, c'est vraiment l'aspect énergétique de la série. Vous l'avez dit, bon, je suis chercheur en sciences politiques, mais je m'intéresse vraiment aux questions d'énergie. Donc, c'est la gouvernance mondiale de l'énergie. Alors, de voir cette série qui avait comme prémisse la question énergétique, puis de voir les réactions que pouvait susciter une décision d'un pays de cesser d'exploiter ses ressources naturelles, pour moi, c'était très, très intéressant. Mais évidemment, au début de la série, on nous fait comprendre que l'exploitation du pétrole, la cessation de l'exploitation du pétrole et du gaz naturel est motivée par la crise climatique. Mais ce qui met vraiment le feu aux poudres, c'est l'effet de rareté que vient provoquer la cessation des activités d'extraction. Donc, étant donné qu'on est dans un système de production qui est très, très énergivore, et plus il y a de ressources, plus il y a de la croissance, donc on peut faire rouler l'économie. Mais au fil de la série, je peux pas dire qu'on ressent tant cette notion de changement climatique. Parfois, on a quelques personnages, surtout au niveau de la résistance, évidemment, qui vont soulever qu'ils appuyaient le premier ministre qui s'appelle Jasper Berg, donc qui l'appuyait dans sa volonté de sortir le pays des énergies fossiles et tout ça. Donc là, c'est vraiment par cela. Puis je dirais que plus on avance au sein de la série, plus on perd un peu cette notion de transition énergétique, si je peux dire.
ou de changement climatique, ça, on le perd un peu au fil surtout de la deuxième, mais surtout de la troisième saison. Et on a cette dans la série, dans la première saison, on affirme que, ben oui, on va cesser l'extraction des énergies fossiles, mais on va aussi développer une centrale au thorium. On aura peut-être l'occasion de parler un petit peu plus tard, mais on pourra discuter du bien fondé de cette énergie nucléaire pour une réelle transition énergétique. Là, c'est quand même un sujet qui fait débat. Et en France, vous êtes bien placé pour le comprendre. Donc, voilà, je ne sais pas si j'ai bien positionné la série, mais je peux dire que tout au fil de la série, on sent la tension monter dans cette notion de collaboration et de résistance. Puis j'en venais à me demander, en préparant ma participation au podcast, je me disais, est-ce qu'il existe justement une résistance environnementale ou est-ce qu'on est des collaborateurs? Donc, ça va être. Je laisse la question ouverte. Oui, effectivement, José, c'est très intéressant ce que vous soulevez là. Quand on pense à Occupied, bien sûr, le titre le dit tout de suite, hein, ces relations interpersonnelles sont au cœur véritablement de la série et rappellent, vous avez bien fait de le dire juste à propos, d'autres périodes de l'histoire, notamment bien sûr la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'est clair. Et on voit ces tensions-là qui apparaissent avec, effectivement, vous l'avez dit, hein, chacun qui fait un choix entre les deux. Bien sûr, choix assez manichéen, sachant que dans la plupart des occupations, on a l'essentiel de la population qui attend que cela se passe, qui essaie de s'abriter de l'orage justement, mais pas de s'investir dans un sens ou dans l'autre. Ça, on le voit moins dans la série puisqu'on est centré sur des personnages, et personnages, vous l'avez très bien rappelé, qui doivent agir. Alors, moi peut-être, ce que j'aimerais que vous précisiez aussi, c'est la temporalité de la série, José. C'est-à-dire, elle se déroule sur un temps qui est quand même relativement bref. Oui, en effet, un temps assez court. Donc, la saison 1 se déroule de avril à décembre. Alors là, c'est vraiment, on nous met en place vraiment, bon, évidemment, il faut placer les personnages, mais on est vraiment, la série démarre, la Norvège vient vraiment de mettre fin à l'exploitation de ces énergies fossiles. Et au moment où le premier ministre Jasper Berg a fait quelques minutes après cette annonce, se fait enlever. Et on finit par comprendre que c'est vraiment les Russes qui ont enlevé le premier ministre pour lui passer un message et lui faire comprendre que malgré qu'il soit dans un État souverain, la question énergétique qui est à ce point essentielle au bon fonctionnement de nos sociétés qu'on doit absolument remettre en marche cette exploitation des énergies fossiles. Donc, on doit vraiment progressivement s'implanter une sortie de crise. Donc, on voit le gouvernement norvégien essayer de se sortir de cette crise-là, mais progressivement, on voit bien que, sans aller dans tous les détails, mais que la situation s'enfonce. On attend un retrait des Russes qui est conditionnel à une reprise oui, de l'exploitation des énergies fossiles, mais d'atteindre le maximum de la capacité d'exploitation pour approvisionner l'Europe. Donc, vers la fin de cette saison, donc de avril à décembre, vers la fin de la saison, les Norvégiens, à ce moment, annoncent avoir 3 nouvelles centrales au thorium pour fournir à l'Europe toute l'énergie qui lui est nécessaire, donc une énergie que l'on dit propre, donc que je mets en guillemets et sur laquelle on reviendra. Et ils appellent l'Europe justement à se préparer et à se préparer rapidement.
Mais à la fin de cette saison-là, il y a une explosion qui a lieu dans une centrale justement gazière par un groupe de résistance qu'on appelle Norvège libre. Et cette attaque, cette explosion ne fait que des victimes russes. Donc, la coopération, toujours entre guillemets, énergétique avec les Russes doit donc se poursuivre puisque, bon, ça vient justifier une poursuite de l'occupation russe sur le territoire. Et il y a une conversation assez intéressante, justement, qui se passe parce que chaque épisode, pardon, de la saison, c'est vraiment un mois, c'est vraiment une temporalité. Donc, on est vraiment à chaque mois. Et au mois de septembre, après cette explosion dans la centrale gazière, le premier ministre de la Norvège discute avec le commissaire de l'Union européenne pour lui dire qu'il y a ils doivent avoir une garantie qu'ils vont avoir un engagement ferme d'approvisionnement en gaz pour l'Europe. Sinon, les Russes vont rester. Mais Jasper Berg lui dit, moi, j'ai été élu pour mettre fin à l'exploitation des énergies fossiles. Et il lui dit, mais il faudrait respecter ce principe démocratique. Et le commissaire de l'Union européenne de lui répondre que il n'est pas question de principe, mais de besoin fondamental d'une démocratie, l'énergie. Alors, la saison se termine avec une proposition d'un référendum pour justement produire le pétrole pour les 10 ans à venir, ce que le commissaire de l'Union européenne accepte. Et alors, la saison 2 se déroule, elle, de août à février. Et il y a certains épisodes qui se déroulent en 2 parties. Donc, en janvier, déjà, la saison débute avec un gouvernement en exil. Là aussi, on peut encore faire un parallèle avec la Deuxième Guerre mondiale, puisque le roi de Norvège était en exil avec un gouvernement qui était basé aussi en Angleterre. Et avec une nouvelle premier ministre qui était la conseillère dans la première saison du premier ministre Jasper Berg. Donc, mais vers la fin de la deuxième saison, les tensions commencent à monter un peu au niveau de l'Union européenne, surtout au sein des pays nordiques, qui commencent, eux, à manifester leur inquiétude devant la présence prolongée de la Russie et de continuelles violations russes de l'espace aérien notamment finlandais. Donc là, les tensions, l'action, si on veut, se déroule à la fois, oui, un peu en Norvège, on commence à se déplacer vers l'Europe un peu plus, vers les pays nordiques. Donc, on sent que la situation fait tache d'huile. Et vers la fin donc en février, donc vers la fin de la saison 2, Jasper Berg retourne en Norvège et ça c'est pour la première partie de février. Dans la deuxième partie de février, il y a un avion finlandais qui est mystérieusement abattu, puis Moscou est soupçonné. Donc, l'Union européenne réagit en adoptant sur le champ la résolution réclamant le retrait russe de la Norvège. Donc, ça, c'est la fin de la saison 2. La saison 3 se déroule de mars à septembre. Je dirais que la saison 3, c'est celle qui est peut-être la plus étriquée. Là. On va beaucoup rentrer davantage dans la situation des différents personnages. Jasper Berg est de nouveau au gouvernement. Il est réticent à signer le traité de paix qui a été forgé par sa prédécesseur et le gouvernement russe. Et il commence à créer un fichier de l'ensemble des Russes vivant en Norvège, dans une optique, dit-il, de protéger ses ressortissants russes, mais en fait, c'est surtout pour pouvoir les déporter. Donc, je disais qu'on est beaucoup dans les histoires aussi personnelles, donc
de l'ancienne ambassadrice russe et de sa conjointe qu'elle essaie de faire venir en Norvège. Bon, on voit un peu les parallèles avec la situation sur la reconnaissance de l'homosexualité en Russie. Donc, là, et aussi toutes les questions d'empoisonnement. Donc, sa conjointe va avoir une ampoule implantée dans son corps pour... donc, c'est vraiment assez, c'est assez rocambolesque, là. Et ils vont finir par ouvrir un organisme pour la lutte contre l'homophobie. Puis l'idée, c'est que l'ampoule sera retirée. Ce que les autorités russes disent à l'ancienne ambassadrice, c'est que l'ampoule qui a été injectée dans sa conjointe sera retirée si Jasper Berg n'est pas réélu. Donc, et on voit aussi apparaître dans cette dernière saison Njord, je ne sais pas trop comment il le prononce, mais c'est une organisation environnementale qui fait la promotion des énergies renouvelables, qui vont créer une relation avec Jasper Berg. Et à ce moment-là, Jasper Berg va promettre la construction de barrages hydroélectriques pour remplacer le pétrole et modifier les plateformes pétrolières pour produire de l'éolien offshore. Donc, c'est intéressant, mais sur le plan énergétique, ça se passe sur le temps long, et deux, on n'est actuellement pas en mesure de remplacer le pétrole par de l'éolien offshore, mais on pourrait y revenir. Et tout à l'heure, j'avais parlé de la restauratrice qui collaborait quand même beaucoup avec les Russes. Dans la troisième saison, elle est en Russie avec sa fille. Mais pour mettre de la pression, le gouvernement norvégien va geler ses avoirs et pour la faire revenir, pour mettre de la pression. Et on va faire avec la fille de cette restauratrice une monnaie d'échange pour que celle-ci puisse revenir en Norvège, parce que sa mère la situation en Russie commence à être compliquée pour elle, mais aussi pour transmettre de l'information de cette restauratrice vers le gouvernement là, sur de l'information sensible sur les Russes. On commence à voir aussi dans la troisième saison une escalade des actions de résistance. Il va y avoir des attaques à l'acide contre ceux qui sont jugés comme des collaborateurs ou facilitant la collaboration ou profitant en fait de la collaboration. Et une des personnages principaux qui sont le premier couple que l'on voit quand la série démarre. C'est une femme qui, elle, est juge et son mari est au départ le garde du corps de Jasper Berg, mais il va devenir un proche collaborateur du gouvernement auprès des Russes. Donc, et sa femme, va se lancer en politique et tout ça. Puis finalement, il y a beaucoup de pression qui est mise sur elle et finalement, elle va partir pour les États-Unis. Donc, on va la faire partir pour la protéger. Donc, et la série, sans dire exactement, au Québec, on dit divulgacher, pour ne pas dire spoiler alerte. Mais le jour de l'élection, Jasper Berg, lui, qui est harcelé par la presse, sur son chemin pour aller voter, il se sauve, tout simplement, et il échappe à son service de sécurité, il s'enfuit. Et une semaine plus tard, alors qu'il est toujours porté disparu, au jour même des élections, évidemment, il a perdu ses élections. Il y a un autre premier ministre qui va être assermenté, mais on va retrouver Jasper Berg dans la maison de son enfance et une des militantes environnementalistes va le rejoindre et les pirates informatiques du groupe environnementaliste vont déclencher des pannes d'électricité à Moscou, donc qui touchent l'entièreté de la ville. Et alors que Berg reste caché, il diffuse un message
en affirmant que les coupures vont continuer, les coupures d'électricité à Moscou vont continuer quotidiennement jusqu'à ce que la Russie paie une compensation pour ses émissions de carbone. Alors, c'est assez intéressant. Et il appelle à une campagne éco-terroriste mondiale contre les gouvernements pollueurs. Alors, c'est intéressant parce que là, on est encore dans cette logique. Tout à l'heure, on parlait de résistance, puis je me demandais, est-ce qu'on est une résistance environnementale ou est-ce qu'on est des collaborateurs? Donc, tout au fil de ces 3 saisons qui se passent allons-y, à peu près 2 ans, on sent l'escalade aussi du militantisme écologique. Donc, on passe d'une espèce de militantisme écologique un peu utopique à une campagne d'éco-terrorisme mondial contre les gouvernements pollueurs. Donc, c'est assez intéressant comme finale. Ça porte à réflexion, notamment à des auteurs comme Andreas Malm, qui, dans un livre qui est paru dernièrement sur comment saboter un pipeline, qui parle justement de cette question du militantisme écologique et puis jusqu'où on peut aller, puis comment la violence peut être acceptée ou acceptable dans ces circonstances. Donc voilà, c'est ce qui couvre un peu la temporalité des 3 saisons de Occupied. Alors, vous l'avez dit, hein, dans cette série-là, on retrouve peut-être une des rares d'ailleurs, une préoccupation autour de l'environnement et en particulier de la géopolitique de l'environnement. Ça, c'est très prégnant dessus, avec aussi une géopolitique de l'énergie qui est d'ailleurs le facteur déclencheur de cette occupation de la Norvège par la Russie. Alors, j'aimerais peut-être que vous commenciez dans ce domaine-là, qui est votre domaine de recherche, par nous présenter en quoi aujourd'hui l'énergie est au cœur de nos sociétés moderne, j'allais dire, et justement, comment cela ressort à travers Occupied? Oui, tout à fait. En fait, notre consommation d'énergie est au diapason du développement économique et des sociétés depuis l'Antiquité. C'est un lien naturel. Évidemment, la révolution industrielle a amené un essor fulgurant de notre rapport à l'énergie. Donc, entre 1890 et 1990, la population mondiale, elle a considérablement cru. Donc, elle a été multipliée par 4. Sur la même période, la consommation mondiale d'énergie ainsi que le produit intérieur brut mondial a été multiplié par 14 et la production industrielle par 40. Donc, dans la période suivant la Deuxième Guerre mondiale, la consommation s'est considérablement accrue, ce qui a entraîné une croissance dans la consommation des énergies fossiles, la production de biens matériels et l'amplification de l'exploitation des ressources naturelles, causant de ce fait une variété d'impacts environnementaux. Donc, dans la série, évidemment, on voit bien les tensions qui sont associées aux questions d'énergie. On est beaucoup dans une logique, je dirais, assez classique de la sécurité énergétique, que l'on pourrait qualifier qu'on pourrait définir comme la garantie d'approvisionnement en énergie primaire permettant de satisfaire les besoins en énergie finale des populations et des industries à un prix abordable. Donc, d'assurer un flux régulier et continu d'énergie. Donc là, on comprend que la garantie d'approvisionnement en énergie dans la série et le flux ne sera plus régulier et continu. Donc là, on a déjà une première tension. Et évidemment, en sécurité énergétique, il faut pouvoir avoir accès aux ressources. Donc, d'abord pour la production. Alors, c'est ce que les Russes font dans la série, d'aller occuper les centrales gazières ou les plateformes d'extraction. Et évidemment, il y a la transformation, le transport et la distribution de l'énergie. Le transport, dans la première saison, on voit lorsque Norvège Libre fait exploser
une centrale, la centrale gazière. Il y a un des pipelines qui est le plus touché, c'est celui qui va vers l'Europe de l'Ouest. Alors là, on a une grande tension au niveau de énergétique, puisque le flux, il est plus régulier et la production est compromise, ainsi que la distribution. Alors, c'est quand même un enjeu assez important. Et si je peux prendre la définition de l'Union européenne, puisque c'est essentiellement à la demande de l'Union européenne que les Russes occupent le territoire norvégien dans la série. L'Union européenne définit la sécurité énergétique comme devant assurer la disponibilité physique ininterrompue de produits et services énergétiques sur le marché à un prix abordable pour tous les consommateurs, privés et industriels, tout en contribuant aux objectifs sociaux et climatiques plus vastes que l'Union européenne s'est fixés. Donc là, on a clairement une interruption, et qui dit interruption sur les marchés vient inévitablement avec une augmentation des prix. Des prix, bon, ça peut être à la pompe pour le citoyen, mais pour les industries, c'est un impact assez important. Donc, la sécurité énergétique, on va en parler souvent, on va parler des 4 A. Bon, c'est 4 A en anglais, mais c'est availability, donc disponibilité, donc d'avoir une disponibilité géologique de la ressource. L'accessibilité, donc géopolitique. Là, alors ici, dans la série, on est vraiment dans une question d'accessibilité géopolitique, puisque sur le plan géologique, la ressource, elle existe toujours. Affordability, donc le bon prix, le prix juste, que ce soit abordable, donc sur le plan économique. Et un autre élément dans la série qui est assez important, c'est acceptability, donc l'acceptabilité essentiellement sociale et environnementale. Donc, sur le plan si on se concentre uniquement sur la situation dans Occupied, alors la disponibilité de la ressource, ça va. L'accessibilité, ben là, c'est un enjeu puisqu'on a mis un frein, puis ensuite, bon, même si les Russes reprennent la production, il y a quand même des enjeux, par exemple, que l'on qualifie dans la série de terroristes, donc des attaques, et inévitablement, ben, l'acceptabilité sociale, elle était là au départ en Norvège, mais peut-être pas dans l'Union européenne. Donc, mais si vous me permettez de revenir, en fait, peut-être sur les vraisemblances de la série. Je ne sais pas si tu veux. Oui, c'est parfait. Allez-y, hein, justement, c'est très intéressant de voir cet aspect-là. Parfait. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est pas une série c'est pas des enjeux géopolitiques qui sont 100% réalistes. Donc, si on revient sur la prémisse de départ, donc la production et la consommation, l'exportation des énergies fossiles en Norvège. La Norvège, c'est quand même un petit joueur sur le marché mondial du brut, du pétrole brut. Donc, dans sa production couvre environ 2% de la demande mondiale. Par contre, la production norvégienne de gaz naturel, bien qu'elle compte pour 3% de la demande mondiale, la Norvège est un pays important au niveau de l'exportation. Donc, c'est le 3e exportateur de gaz naturel au monde, derrière la Russie et le Qatar. La Norvège fournit entre 20 et 25% de la demande de gaz de l'Union européenne, ce qui est quand même assez important. Donc, on peut comprendre dans la série que ça puisse causer des enjeux géopolitiques. Et la quasi-totalité du pétrole et du gaz produit sur le plateau continental norvégien est exportée. Et ensemble, le pétrole et le gaz représentent environ la moitié de la valeur totale des exportations de biens norvégiens. Ça fait du pétrole et du gaz les principaux produits d'exportation de l'économie norvégienne. Donc ça, c'est un enjeu qui est moins discuté dans la série, à savoir, c'est environnementalement parlant, c'est bien,
de mettre fin à l'exploitation des énergies fossiles, mais on sait pas, on nous dit pas comment la Norvège, comment le gouvernement norvégien arrive à se sortir de cette situation sur le plan économique. Comment, sur le plan économique, ils peuvent mettre fin à l'exploitation de leurs énergies fossiles. Ce n'est pas dit dans la série, mais au moins ça remet les choses en contexte. D'ailleurs, ce qui est intéressant de dire, lorsque dans la série, on voit les bureaux du premier ministre, des très, très beaux bureaux sur le plan architectural, ces bureaux-là, en fait, c'est fun fact, c'est le quartier général de Statoil, donc la compagnie d'extraction pétrolière. Donc, je trouvais ça intéressant je ne savais pas en écoutant la série, mais en faisant les recherches, je suis tombée là-dessus. Je trouvais ça vraiment intéressant sur le plan symbolique. Ensuite, on nous dit, dans les prémices de départ de la série, les guerres civiles au Moyen-Orient, l'interruption de la production de pétrole. Évidemment, je pense qu'on s'appuie aussi beaucoup sur l'histoire de l'OPEP pour amener cette question de l'énergie comme un enjeu de géopolitique essentiel. Donc, la création de l'OPEP et la fixation des prix a notamment été derrière le premier choc pétrolier quand les pays de l'OPEP en 1973 ont décidé d'augmenter unilatéralement le prix du pétrole. Donc, je pense qu'on s'est inspiré légèrement de ça. Il faut faire aussi la distinction au Moyen-Orient, il faut faire la distinction en matière énergétique de l'OPEP et les pays du Golfe. Hein. Ce sont pas tout à fait les mêmes relations. Aujourd'hui, on pourrait dire que les tensions actuelles, par exemple, on veut penser en rapport avec le printemps arabe en 2011, en découle une tension entre le Qatar et d'un côté et de l'autre côté l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Donc le Qatar ayant pris la cause des frères musulmans, alors que l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis plutôt pris le côté du gouvernement égyptien à ce moment-là. Et ces tensions-là sont encore actives aujourd'hui. Si on veut parler de tensions, bon, évidemment, on est loin de guerre civile, mais le pétrole au Moyen-Orient a toujours constitué une arme économique et politique parce que c'est un facteur de puissance, notamment pour l'Arabie Saoudite, l'Iran, l'Irak, mais c'est aussi clairement une faiblesse pour leurs économies rentières, hein, qui découlent essentiellement de leur appui sur les énergies fossiles. Et puis évidemment, la conjoncture politique puis l'émergence aux États-Unis de production de pétrole non conventionnelle affaiblissent aussi le pouvoir notamment de l'OPEP, comme régulateur de marché. Donc aujourd'hui, contrairement à 1973, la production est légèrement plus diversifiée en termes de lieux géographiques. Donc, l'OPEP a un peu moins de contrôle qu'elle pouvait avoir sur la fixation des prix, j'entends, qu'en 1973. Puis, il faut pas se cacher qu'il y a des facteurs géopolitiques externes qui jouent aussi un rôle important pour le Moyen-Orient, notamment les conflits israélo-palestiniens et la concurrence des États-Unis et de la Russie dans la région. Donc, on a des rapports de force entre ces pays qui sont fondés essentiellement sur les trois pays que je disais tout à l'heure, là, qui ont un facteur de puissance économique et politique, soit l'Arabie Saoudite, l'Iran, l'Irak, qui est fondé essentiellement sur leur population, donc leur richesse et surtout leurs réserves et leur production d'hydrocarbures. Ensuite, l'autosuffisance énergétique des États-Unis. Ça, c'est intéressant.
dans les années 50, les États-Unis étaient autosuffisants, mais dire aujourd'hui que les États-Unis pourraient être autosuffisants ou indépendants en matière d'énergie, c'est un peu exagéré. On peut par contre affirmer sans aucun doute que les Américains jouissent d'un degré de sécurité énergétique beaucoup plus élevé, en grande partie grâce à l'augmentation rapide de leur propre production pétrolière au cours de la dernière décennie, mais ils continuent à importer du pétrole brut du Moyen-Orient. Pour vous donner un exemple, les États-Unis ont importé en moyenne environ 1 million de barils de pétrole par jour de divers pays du Moyen-Orient ou de la péninsule arabique en 2019, soit à peu près, c'est 3,3% de la consommation quotidienne moyenne de pétrole aux États-Unis. Donc, il s'agit, bien qu'ils ne soient pas indépendants sur le plan énergétique, il s'agit quand même d'un pourcentage d'apport d'énergie, de pétrole étranger, là, le plus bas depuis 1949 environ. Donc, mais aussi longtemps que les hydrocarbures vont dominer à la fois les systèmes, l'électricité et les systèmes de transport, aucune nation va être en mesure d'assurer son autosuffisance en matière d'énergie, puis va continuer de s'appuyer sur le système mondial d'échange d'énergie. Si la réalisation de l'autosuffisance énergétique reste irréaliste, ça ne signifie pas pour autant que les États-Unis doivent rester inactifs face à la vulnérabilité de l'économie mondiale au flambée des prix du pétrole. Les prix élevés du pétrole font des ravages dans l'économie mondiale, les économies en difficulté. Puis le risque de conflit sur l'accès au pétrole semble s'accroître à mesure que la soif de brut de l'Asie s'accroît. Donc, si la réalisation de l'autosuffisance énergétique reste irréaliste, ça signifie pas pour autant que les États doivent rester inactifs face à la vulnérabilité de l'économie mondiale au flambée des prix du pétrole. Les prix élevés font des ravages dans l'économie mondiale en difficulté, et le risque de conflit sur l'accès au pétrole semble s'accroître à mesure que la soif de brut de l'Asie s'accroît. Mais au lieu d'encourager l'autosuffisance énergétique, l'objectif devrait être de diminuer l'importance stratégique du pétrole. Ce serait beaucoup plus réaliste. Puis, donc, l'importance stratégique du pétrole ne découle pas de la quantité que nous utilisons ou importons, mais de son monopole sur le carburant du transport, notamment. Donc, ça, c'est pour les États-Unis. Et ensuite, l'Europe, entre transition et sécurité énergétique. Donc, la Commission européenne énonce clairement que la prospérité et la sécurité de l'Union européenne reposent sur un approvisionnement énergétique stable et abondant. Puis on mentionne aussi immédiatement à la suite de cet énoncé que les ruptures d'approvisionnement issues des différends entre gaziers russo-ukrainiens qui a eu lieu en 2006 et 2009 ont touché principalement l'Est de l'Union européenne, puis constituent une brutale prise de conscience d'une forme de vulnérabilité européenne. Donc ça, c'est un élément important. Et ce qui est intéressant, c'est que l'Union européenne, justement, je le disais, sa politique énergétique, si on veut, se situe entre la sécurité de son approvisionnement et la transition énergétique. Donc, c'est un peu ce que je disais tantôt sur il faut pas tant sécuriser. Oui, il faut sécuriser son approvisionnement, notamment en pétrole, mais il faut surtout réduire sa consommation d'énergie fossile. C'est la première étape. Donc, pour vous donner une idée, les produits pétroliers, le mix énergétique de l'Union européenne, là, en pourcentage, c'est environ 36% qui constituent de produits pétroliers, 21% de gaz naturel. Ensuite, les combustibles fossiles solides, ça peut être plusieurs procédés aussi là, pour le milieu industriel, constituent 15%.
les énergies renouvelables aussi 15%, et puis l'énergie nucléaire environ 11%. Donc, la sécurité d'approvisionnement énergétique de l'Union européenne est principalement envisagée comme une politique de réduction de la dépendance et de renforcement des infrastructures de production, de transport et de distribution d'énergie. Donc, l'Union européenne va viser la modération de la demande d'énergie, donc première étape. Ensuite, l'accroissement de la production énergétique en Europe, notamment à partir des sources d'énergie renouvelables. La poursuite de l'intégration des marchés intérieurs de l'énergie, notamment là, au niveau du transport d'énergie. Ensuite, la diversification des sources d'énergie, mais aussi la diversification des fournisseurs et des itinéraires d'approvisionnement. Donc, juste dans cette séquence ici, là, on sent les tensions qui courent justement là, par rapport aux différents gaziers russo-ukrainiens. Ensuite, la transparence sur les marchés européens de l'énergie et évidemment, ce qui est essentiel, c'est la solidarité entre les États membres. Donc, des éléments propres à une politique de transition énergétique et des énergies renouvelables, de modération de la demande, font ainsi leur apparition dans la politique de sécurité d'approvisionnement à laquelle est également accolée la notion de durabilité. Donc, voilà ce qui est pour une remise en contexte des différentes situations au sein de l'Union européenne. Et puis, je me suis questionnée sur quel intérêt pouvait vraiment avoir la Russie dans cette... Bon, alors sur le plan géopolitique, je vois pas l'intérêt de la Russie d'aller chercher le gaz de la Norvège, bien qu'ils aient les capacités, mais alors ici on est dans la fiction, quoi. José, je voudrais qu'on revienne maintenant peut-être sur une notion importante que vous avez évoquée tout à l'heure, cette notion de résistance et de résistance écologique qu'on voit très bien dans cette série Occupied, et en particulier qu'on parle peut-être de la notion qui va avec, d'ailleurs, cette idée de, vous l'avez aussi évoqué, on ne peut pas toujours continuer à produire autant, peut-être est-ce qu'il ne faudrait pas réfléchir à une certaine décroissance, et décroissance en particulier dans le domaine de l'énergie. Oui, ça c'est mon sujet de prédilection. En fait, c'est ça sur quoi j'axe mes recherches. Je suis vraiment préoccupée par cette question de l'énergie, parce que on le sent tout de suite au début de la série. Jasper Berg, qui est du Parti vert, qui, aux yeux de l'Union européenne, a une approche très radicale face au changement climatique et à la crise des changements climatiques. Donc, on sent cette forte tension et du même coup, on se dit, c'est cette tension que je retrouve dans la série qui est quand même assez intéressante parce qu'on va dire, dans une certaine mesure, ça va, on a mis fin à l'exploitation de nos énergies fossiles, mais attendez, la technologie va nous sauver, alors voici le thorium. Donc, ça, j'ai trouvé ça quand même assez intéressant parce qu'en fait, le thorium, c'est une ressource abondante, qui a un fort potentiel énergétique et de moindre quantité et dangerosité quant à ses déchets, donc qui pourrait soutenir le développement d'une nouvelle filière nucléaire. Mais que certains considèrent, les partisans du thorium le considèrent comme du nucléaire vert, et que là aussi je mets entre guillemets, mais ça ne constitue pas forcément une solution miracle. D'abord, depuis les années 50, il y a des études d'expérimentation de réacteurs au thorium qui ont été menées. Actuellement, ces études-là voient la faisabilité de réacteurs au thorium. Les recherches se font notamment en Chine, en Inde, mais aussi au Japon, en Norvège, surprise, aux États-Unis et en France.
Donc, c'est 4 fois plus abondant, mais le thorium demande, c'est pas un combustible en lui-même, donc sans rentrer dans les détails, mais il faut le transformer en uranium 233, puis bombarder de neutrons. Donc, déjà, il y a beaucoup de transformations à faire pour en arriver là. Puis, l'inhalation du thorium est beaucoup plus dangereuse que celle de l'uranium naturel. Donc, il y a quand même des enjeux assez importants. Puis, on s'entend que la filière thorium n'empêcherait pas la prolifération nucléaire puis générerait d'importants déchets radioactifs. Et c'est une expression que je ne sais pas si vous avez ça en France, mais au Québec, on dit pelleter en avant. Donc, c'est notre relation à l'hiver, probablement, mais d'envoyer la neige devant nous, ça règle pas l'enjeu qui est notre enjeu de consommation énergétique. Moi, j'aime bien dire qu'on est des junkies d'énergie, on est complètement dépendant de l'énergie. On n'a pas on ne réalise pas à quel point on utilise de l'énergie dans l'ensemble de nos actions quotidiennes. Je le disais au départ, c'est devenu quelque chose de naturel que d'avoir de l'énergie à ce point qu'on ne le voit presque plus. Donc voilà, donc la première question à se poser, c'est non pas de dire on va changer une ressource pour une autre, parce qu'on reste dans une logique extractiviste. Donc, mais là, de penser plutôt à diminuer, de produire moins en somme. Parce qu'il faut comprendre que les énergies renouvelables, elles ne peuvent pas soutenir une société de consommation et de surconsommation de surcroît. Donc, on va souvent entendre parler de transition énergétique, qui souvent là, va justement désigner la transformation d'un système énergétique axé sur les énergies fossiles à des ressources moins centralisées, plus diversifiées et renouvelables, le solaire, l'éolien, la géothermie, la biomasse, tout ça. Mais il faut savoir que pour assurer une transition énergétique, il faudrait que la part des énergies renouvelables dans l'énergie électrique passe de 15 à 20 à 100%. Donc, actuellement, on est comme je vous disais, notamment pour l'Union européenne, le renouvelable compte à peu près pour 15%. Il faudrait passer à 100%, ou la part du bouquet énergétique, la part de l'électricité dans le bouquet énergétique devrait passer de 18% actuellement, là, c'est des données dans le monde, à 100%. Donc, il faudrait que la production totale d'énergie devrait être doublée, puisqu'au taux de croissance actuel, la demande d'énergie ne fera que doubler au cours des 32 prochaines années. Donc, d'abord, on est déjà en retard pour atteindre des cibles de ce genre. Et puis, c'est sûr que cette transition est indispensable, mais il y a beaucoup de défis, notamment par rapport notamment à des obstacles physiques de transmission parfois de l'énergie au niveau des infrastructures, mais aussi au niveau, par exemple, est-ce que sur un champ, je mets un champ de photovoltaïque ou je cultive des légumes? Alors, il y a cet élément-là. Les énergies renouvelables, elles sont quand même, elles peuvent prendre plus d'espace, ou encore elles demandent aussi là, de l'extractivisme, donc des ressources, donc utiliser de l'énergie pour produire de l'énergie. Donc, il y a aussi cette tension. Je disais, il y a des obstacles parfois techniques, comme je dis par exemple avec le thorium, on est encore au niveau des études, il n'y a toujours pas une centrale au thorium.
Puis évidemment, ben, il y a les contraintes sociales, que ce soit par exemple pour l'éolien, des résistances ou sur divers enjeux, ou encore sur, par exemple, pour le nucléaire. Donc, il y a quand même beaucoup d'obstacles. Ben, en fait, ça, ce sont des éléments, des obstacles, les obstacles physiques, techniques et sociaux qui amènent des délais dans nos atteintes de nos objectifs. Mais il y a aussi 5 obstacles particuliers au déploiement des énergies renouvelables. Comme je le disais, les énergies renouvelables, elles demandent une plus grande utilisation des sols, donc soit des terres agricoles ou des forêts, que les énergies fossiles. Les énergies renouvelables, je l'ai dit, sont gourmandes en termes de ressources. Donc, on peut penser aux terres rares, au cobalt, au silicium, au lithium. Il y a aussi le problème d'intermittence des énergies renouvelables qui mène la recherche à travailler beaucoup sur les questions de stockage, mais bon, on n'est pas encore là rendu très, très loin non plus. L'énergie électrique aussi ne peut pas remplacer les combustibles liquides. Par exemple, pour les procédés industriels ou la machinerie lourde, l'aviation, le transport maritime. Ensuite, ben, il y a aussi le financement. Il y a de faibles rendements financiers et il y a quand même aussi des risques importants associés aux énergies renouvelables, ce qui fait que ça rend les investisseurs prudents sur cette question-là. Donc, la technologie, elle ne sera pas suffisante pour entraîner la transition. Vous le disiez, il faut vraiment engendrer un changement de paradigme qui devra être juste et équitable pour tous, et puis il faut revoir la consommation et la croissance, puis envisager la décroissance. José Provençal, merci pour cette présentation de la série Occupied sous un axe vraiment très novateur. Moi, j'ai trouvé vous avez très bien travaillé là-dessus, de l'énergie. Et c'est vrai qu'on sent bien, alors préoccupation peut-être plus répandue en Europe du Nord, voire, comme vous dites aussi, au Canada, par exemple, peut-être, je ne sais pas, que dans une société comme l'Europe de l'Ouest. Mais c'est vrai que c'était au cœur de cette série-là, au moins, vous l'avez dit, hein, sur les débuts, hein, puisque c'est le paradigme de départ de la série, c'est vraiment cette idée de la Norvège qui veut couper l'approvisionnement en gaz de la Russie et de l'Europe, et donc il y a une intervention russe qui se fait, même si, vous l'avez aussi montré par la suite, c'est plus au sujet vraiment de notions de résistance qui apparaissent au premier plan que peut-être de notions environnementales, même si tout au long de la série, et vous l'avez dit en particulier en saison 3, cette idée peut-être de résistance écologique réapparaît, et je pense que vous l'avez très bien montré aujourd'hui, permet de bien expliquer cette série-là. Alors, vous avez fourni, comme les autres intervenants et intervenantes, une bibliographie relativement complète que l'on retrouve sur notre site internet histoireensérie.com, où on retrouvera aussi le résumé de votre intervention, une présentation de vous. Et comme à chaque émission, vous retrouverez un résumé de l'intervention et les liens pour aller l'écouter sur le site de notre partenaire nonfiction.fr. Voilà, José, je voulais vraiment vous remercier pour cette émission sur l'énergie et les séries, qui était une première, et une première aussi pour nous, puisque avec vous, invités depuis l'autre côté de l'Atlantique, vous avez permis de partager vos travaux sur l'énergie. Merci José, et puis à bientôt, j'espère. Merci beaucoup, au revoir. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques.